Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais tenir essentiellement un rôle de figuration. Je vais passer la parole aussi aimablement que possible. Et puis, comme on a du temps de toute façon pour la discussion, il n'y aura pas besoin de tenir justement une fonction trop autoritaire et c'est tant mieux. Donc, merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup pour l'organisation de cette séance. Alors, peut-être quelques mots d'introduction à la réflexion collective. Je crois que c'est d'autant plus pertinent de réfléchir en ces termes, ce que vous avez proposé, à savoir tout à la fois une perspective comparative, une perspective d'interrogation sur des formes de circulation. C'est d'autant plus pertinent de poser ces questions qui deviennent bien sûr classiques dans le champ des sciences sociales et dans le champ historiographique en particulier, que la période qu'il s'agit d'analyser ce soir, donc 68, les années 68, même si l'expression elle-même mérite d'être interrogée, surtout quand on se pose des questions sur l'Amérique latine, sur le cône sud en particulier, sur l'Amérique australe, puisque c'est pas forcément l'expression la plus pertinente pour qualifier la période. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire de ce moment-là, c'est que c'est véritablement un moment mondial, un moment à la fois transnational dans la mesure où il fait jouer beaucoup de transferts, de voyages, de circulation, d'idées, de pratiques, d'expériences. Mais c'est aussi un moment qui est proprement internationaliste, parce que la valeur même internationaliste comme boussole politique est une dimension très importante pour comprendre justement des mobilisations qui sont à la fois concomitantes, contemporaines, mais qui aussi s'influencent mutuellement. Donc c'est aussi un moment qu'on pourrait nommer un moment critique. Alors c'est intéressant pour les échos éventuels qu'on peut tracer sans trop d'arbitraire ou sans trop forcer l'analogie avec la période actuelle, c'est-à-dire un moment critique au sens où les interrogations sur ce qui semblait aller de soi n'est finalement pas évident, donc une interrogation sur les évidences supposées. C'est autant de questionnements qui jalonnent, parcourent la période, et donc c'est vraiment intéressant de regarder d'observer ces différents constats à l'aune d'une comparaison intra-américaine et en même temps de circulation au sein du continent. Donc les questionnements, alors je ne sais pas, du coup tu nous diras, Luc, si les questionnements initiaux, mais je pense que c'est le cas, tels que tu les avais travaillés avec Ambrivol sont maintenus. L'idée, ça serait à la fois de s'interroger sur les singularités américaines, mais dans le sens continental du terme, bien sûr, la question de la comparaison nord-sud, mais aussi des circulations sud-nord et vice-versa, avec, je pense, un des grands intérêts aussi de la période. Là aussi, les mots finissent par en être quasiment galvaudés, mais il me semble toujours intéressant de les poser. C'est la question de la provincialisation des centres, des anciens centres. Enfin, on peut se poser la question de tous ces centres qui émergent justement ou qui s'instaurent comme tels dans ces années-là, dans ces années 60-70, et qui permettent de relativiser certaines notions trop occidentalo-centrées. Justement. Et donc, il me semble d'ailleurs, mais ça fera peut-être partie des interrogations qu'on pourra soulever ensemble, c'est que cette période-là indique plutôt que l'Amérique latine devient, non seulement est un centre, mais même elle est un carrefour d'influence qui va à son tour imprégner des expériences, notamment européennes. Et donc, il y a en fait un renversement par rapport aux pensées un peu trop classiques et justement eurocentré aussi qu'on peut avoir sur ces questions. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Luc Capdevillard. Je vais quand même le présenter en quelques mots, puisque c'est le rôle qui m'est attribué, et puis sinon, j'aurais pas grand-chose à faire. Donc, Luc Capdevillard, vous connaissez son travail. Il est professeur des universités à l'université de Rennes 2. Alors, c'est intéressant parce qu'en effet, il y a une sorte de polarité rennaise, même si cette
cette année, Hélène Arter a pris la décision de voguer vers d'autres routes, d'autres horizons, justement, c'est peut-être un mot important pour la soirée, horizon. Donc, Luc Capdevila est justement l'incarnation même de ce transnationalisme, de cet internationalisme en acte, puisqu'il a tout aussi bien travaillé sur la France et l'Europe, notamment sur la question des conflits, bien sûr, de la guerre, des sorties de guerre, des modalités de mobilisation en guerre, notamment au prisme du genre, au prisme aussi des temporalités, du rapport à la mémoire, des constructions mémorielles. Voilà, la question bien sûr de la violence, et puis aussi de longue date, mais avec une manière toujours d'intensifier les recherches sur la période, de longue date aussi un intérêt pour l'Amérique australe. Donc avec des recherches et des publications nombreuses que je ne vais pas citer ici parce que ce serait très difficile d'être exhaustive, mais en particulier sur le Paraguay, le passé des émotions en Amérique latine, toutes les questions liées au colonialisme tardif et aux post-colonialités. Et peut-être que je présenterai Hélène tout à l'heure. Voilà, donc merci Luc par avance. Merci Ludivine pour cette introduction. Je voudrais d'abord excuser l'absence d'Ambre Yvol, avec qui on avait réfléchi sur la construction de cette séance. Donc elle était effectivement très, très malade et elle n'a pas pu se déplacer. Mais j'ai pris le parti malgré tout de conserver la manière dont on avait conçu cette séance. C'est-à-dire essayer de réfléchir sur quelle expérience américaine pour le mouvement 68 ou les années 68, comme tu l'as souligné, avec en perspective les Amériques comme laboratoire de la mondialisation. Alors, on comptait partir du paradigme du mai 68 français, à partir des travaux de Ludivine, à partir des travaux de Michel Zancarini-Fournel, de Xavier Vignat, donc simplement pour essayer de poser, d'interroger la manière dont le mai 68 a été questionné et compris du côté français, pour voir de quelle manière on pouvait faire, transférer ces approches dans le cas américain. Donc je reprends des citations de Ludivine sur les maîtres mots de 68. Pour elle, sont contestation et insubordination, l'aspiration à changer la vie. Je retiens aussi cette citation, la désobéissance sociale et politique qui exprime le rejet d'un ordre imposé et supposé partagé. Les imaginaires contestataires rompent avec le tout venant de ce qui va de soi. On va retrouver cette question. Et puis, d'autre part, le fait que, comme tu le soulignes, les événements de 68 ne peuvent que se lire au prisme du monde où ils s'arriment, la matrice internationale, les expériences circulent, se relatent et s'influencent au plus près d'un internationalisme concret. Autre élément qui est important et qui participait de nos discussions avec Ambre, l'importance des sentiments et des pratiques de solidarité, notamment avec les luttes du tiers-monde. Et puis donc pour poursuivre sur la manière dont le 68 a été pensé dans le cadre français, donc référence à Robert Frank dans le cadre des relations internationales qui inscrit le 68 français dans une conjoncture protestataire, je le cite, Michel qui parle du moment 68, qui parle des années 68, qui pour elle se développe dans une temporalité longue, depuis l'après-guerre d'Algérie jusqu'à la fin de l'Union de la gauche. Et puis, d'autre part, retenir aussi l'approche de Xavier Vignat sur la conflictualité sociale propre à ces années, en mettant la focale sur d'autres acteurs, en particulier donc autour de l'insubordination ouvrière. Alors, une des questions qu'on se posait aussi avec Ambre, c'était quels enjeux de mémoire pour le 68 ou les 68 américains, et donc en l'occurrence, en ce qui me concerne, latino-américains. Simplement, à ma connaissance, il n'existe pas de synthèse sur un 68 américain, ni même à l'échelle de l'Amérique latine. Par contre, il y a en particulier récemment eu des colloques, je pense au colloque de Poitiers, organisé notamment par Jean-Baptiste, sur 68 dans les Amériques. Bon, les éclairages de la revue IDEAS, excellents, qui ont été publiés il y a quelques mois,
Également la journée d'études organisée par l'IHEL en mars, qui posait la question, existe-t-il un moment 68 en Amérique latine? Et puis, il y a eu notamment donc, un certain nombre d'articles publiés qui essaient de cadrer un 68 américain. Récemment, en décembre, un collègue mexicain, Adalberto Santana, qui a publié un article sur le 68 en Amérique latine et au-delà. Alvar de la Llosa, il y a une dizaine d'années également, avait publié un article de synthèse sur cette thématique. Et il existe en Amérique latine surtout des recherches nationales. Je pense en particulier aux travaux de Vanna Marcarian en Uruguay, sur le 68 uruguayen, mais autour de l'émergence de la jeunesse comme catégorie politique. Je pense aux travaux d'Angélica Muller au Brésil sur les étudiants, Moïse Clistia pour l'Argentine. On pourrait en citer de nombreux, mais à chaque fois avec une approche nationale. Et puis récemment également au Pérou, Carlos Aguirre et Paulo Drino ont publié les actes collectifs sur la révolution de Velasco Alvarado. Je vais revenir là-dessus. Mais j'allais dire, finalement, il me semble que la mémoire 68 en Amérique latine, c'est aussi peut-être et plutôt le massacre des étudiants de la place des Trois Cultures à Mexico. Et événement qui pourrait être perçu comme étant annonciateur de la voie des régimes autoritaires et terroristes des années 70. Je citerai une phrase d'Elena Poniatowska à propos de son livre « La nuit de Tlatelolco » qui a été réédité à plusieurs reprises. Dans l'introduction de 2008, elle dit « Finalement, le carnage du 2 octobre est l'un des massacres emblématiques des débuts du terrorisme d'État en Amérique latine. » Et donc, d'un certain point de vue, le 68 latino-américain, il projette en quelque sorte l'ombre sur le moment des dictatures de la fin des années 60 et des années 70. Pour la mémoire, c'est aussi un moment où la lutte armée semblait une évidence. Et là, je me réfère en particulier aux mémoires de Juan Carlos Garavaglia, qui est décédé il y a quelques mois, et qui a publié il y a 2 ans ses mémoires intitulées Una juventud en los años 60, une jeunesse dans les années 60 pour l'Argentine. Et donc, oui, finalement, loin des lendemains qui chantent, ou des petits matins, 68, ce serait aussi une histoire de rêve qui ensombraient dans un cauchemar. Alors, la problématique de la séance, telle qu'on l'avait pensée donc avec Ambre, portait sur les enjeux d'une approche transaméricaine. Donc, on souhaitait développer 3 points. Le premier point qui est interrogé, existe-t-il une singularité américaine pour ce moment 68 dans un contexte globalisé? Un deuxième point sur proposer un comparatisme nord-sud, et un troisième point, donc, interroger les circulations transaméricaines observables pour cette période. On pensait au départ intervenir l'un après l'autre sur chacun de ces points, et finalement on s'est dit qu'on allait trop forcer le comparatisme, et donc l'idée c'était qu'on intervenait finalement chacun de notre tour sur les 3 points. Alors, premier point, existe-t-il un moment 68 américain? Et concernant l'Amérique latine, je vais aborder 2 questions. La première qui interroge les temporalités, et la deuxième qui interroge les violences. Sur les temporalités, d'abord une première idée, c'est que la réception du mai français est forte dans les médias, ça c'est tout à fait indiscutable, et on peut le voir en particulier à travers les revues culturelles, les revues politiques pour un certain nombre de pays. Je pense à l'Uruguay, je pense au Brésil. Mais autre élément, c'est que l'unité de conjoncture se vérifie avec l'Europe en ce qui concerne les mobilisations étudiantes.
Tout d'abord au Mexique, de juillet à octobre, mais également en Uruguay, de mars à octobre, où en Uruguay, les étudiants ont créé une coordination nationale aux côtés des organisations syndicales. Au Brésil également, de mars à juin. D'autre part, en ce qui concerne les mobilisations culturelles, je citerai simplement quelques films emblématiques. Tout d'abord, le film de Mario Andler, cinéaste uruguayen, Me gustan los estudiantes, j'aime les étudiants, film tourné sur des mobilisations en 67 qui sort en 68. Je pense évidemment en Argentine à l'heure des brasiers, La hora de los hornos, de Fernando Solanas, sur les mobilisations en Argentine dans les années 60, en particulier entre 66 et 68, qui sort en 68. Je pense également, c'est un peu plus tardif, mais le film a été tourné en 68, le film du cinéaste bolivien Jorge Sanjines, Jaguar Malcu, le centre de Condor, j'en reparlerai tout à l'heure, qui me semble également caractéristique de ce moment, et un film qui se termine sur l'horizon politique de la lutte armée. Mobilisation également d'autres acteurs. Je pense en particulier aux acteurs ecclésiastiques. Et on a, titre d'événement, l'occupation de la cathédrale de Santiago du Chili en août, mais surtout le congrès épiscopal d'Amérique latine, le CELAM, qui se tient à Medellín en 68 et qui donne donc priorité aux pauvres et engage l'Église dans la voie de la théologie de la libération. Je pense aussi à des acteurs militaires et notamment au coup d'État militaire qui se produit en octobre au Pérou sous la direction du général Velasco Alvarado. Alors cela dit, on peut élargir le 68 latino-américain avec une fourchette, je dirais, un peu plus ample, 67, qui correspond à la publication du message de Guevara à la continentale, créé 2, 3, beaucoup de Vietnam, donc lu lors de la réunion de l'Organisation de solidarité latino-américaine à La Havane, en avril 67, alors qu'au même moment, les étudiants uruguayens protestent contre la réunion de l'OEA à Punta del Este. C'est le moment où ils sont filmés par Mario Andler. Le 68 parisien trouve également des échos en 69, en Argentine, lors des événements qui se déroulent à Cordoba et puis dans d'autres villes, notamment à Rosario, et plus tard en 71 en Colombie, là aussi en Colombie avec des mobilisations étudiantes. Et puis à une autre échelle, celle que l'on pourrait qualifier des années 68. Finalement, les premières mobilisations étudiantes étendues à d'autres secteurs sociaux et à la mouvance des gauches politiques, à la fois contre l'impérialisme des États-Unis, mais également pour plus de démocratie intérieure, remontent à la fin des années 50. Alors notamment en 58 au Mexique, lors des grèves des cheminots et des enseignants auxquels s'associent les étudiants, mais peut-être plus encore lors de la tournée catastrophique de Nixon en mai 58, notamment au Pérou, à l'université San Marcos et également au Venezuela. Alors 59, la révolution cubaine donne un autre souffle à ces mouvements et surtout ouvre sur l'horizon d'une alternative politique possible. Et autre événement finalement qui ne sont pas annonciateurs mais qui montrent, qui participent de ces mobilisations, 64, en Argentine, lors de la visite de Charles de Gaulle, où on a les premières mobilisations publiques péronistes qui sont importantes et avec notamment des violences à Cordoba. Au Brésil, je dirais la référence, c'est 64, le coup d'État militaire contre le gouvernement de João Goulart et donc l'échec de ses réformes de base. Et la réorganisation du mouvement étudiant au Brésil commence en 66. Alors ça, ce serait, je dirais, si on regarde en amont, et s'il faut donner des bornes
à la réaction conservatrice. 68 est marqué par les premiers signes d'une violente répression du mouvement social lors du massacre des étudiants de la place des Trois Cultures le 2 octobre à Mexico. Mais 68, c'est aussi le décret sur l'état d'exception en Uruguay, en juin, le Pachecato, qui institutionnalise la répression du mouvement social, la censure, qui prohibe la grève, les grèves, la militarisation des fonctionnaires, ce qui fait que les fonctionnaires désormais dépendent de la justice, sont du ressort de la justice militaire. Et puis au Brésil, l'adoption de l'acte institutionnel numéro 5 en décembre 68 qui suspend les libertés politiques. Et puis d'autre part, je dirais peut-être plus encore, en 73-76, lorsque l'option militaire et que le terrorisme d'État se généralise, notamment dans le Cône Sud. Alors, donc, si la réaction conservatrice s'inscrit, je dirais, dans le prolongement du mouvement 68, on peut observer, d'une part, qu'il y a des précédents en Amérique latine, c'est ce que dit en particulier Álvarez de la Llosa, notamment des répressions fortes en 58 au Mexique, contre le mouvement paysan en 62 au Mexique également, 64 au Brésil évidemment, 67 déjà les premiers décrets sur l'état d'exception en Uruguay, mais à partir de 68, la répression prend des formes beaucoup plus violentes, beaucoup plus radicales, et finalement aussi, on peut observer que cette réaction conservatrice, elle est particulièrement précoce à l'Amérique latine par rapport aux autres aires culturelles. Donc le deuxième point sur cette question des singularités pourrait être la problématique des radicalisations intérieures ou de la bipolarisation de la société. Là, je cite les travaux de Stéphane Boisard et d'Ernesto Boslaski sur les droites latino-américaines. Ils mettent en avant le fait que, à la fois la violence de la réaction des droites et la convergence des droites vers une option dure, voire vers l'option militaire, ne peut se comprendre que dans la mesure du traumatisme symbolique qu'engendre la rupture des années 60. Et il décline le choc du catholicisme des pauvres, le mouvement étudiant qui voit émerger donc un nouvel acteur politique avec une jeunesse encline à détruire l'autorité. Les mouvements populaires qui veulent construire une société et une économie socialiste. La question de la réforme agraire, qui apparaît également comme un remède à tous les maux de ce tiers-monde émergent. Et finalement, parler d'une panique morale. Une panique morale qui est provoquée par un sentiment de fin du monde, pour ces droites et qui conduit à la fois cette convergence vers une solution radicale et vers l'acceptation des dictatures de sécurité nationale et le terrorisme d'État. Alors, au total, du point de vue donc, des mobilisations sociales, ce n'est pas le seul fait de la révolution cubaine, mais l'inscription d'un 68 latino-américain dans le contexte de la guerre froide, qui nous semble particulièrement marqué, avec d'une part des mobilisations contre l'impérialisme des États-Unis, qui demeure une boussole politique, et qui en fait est relancée à la suite du coup d'État au Guatemala contre Arbenz en 1954, mais qui est dynamisée par la révolution cubaine, 59, 61, la baie des cochons, 62, la crise des missiles, la mort de Che en octobre 67, et d'autre part la guerre du Vietnam, et notamment donc l'offensive du Tet en janvier 68. Mais d'autre part, toujours cette description dans la guerre froide, avec l'aspiration à la démocratie, au développement économique et social, l'aspiration également au changement social qui trace l'horizon politique des gauches réformistes et révolutionnaires au cours de cette période, et des gauches qui dépassent en particulier les gauches traditionnelles, PC, PS, par les extrêmes gauches qui sont incarnées par la jeunesse. Alors, si on fait un comparatif Nord-Sud, quand je dis Nord-Sud, c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud, le deuxième grand point.
Le comparatif, on peut le faire dans la discussion qu'on avait avec Ambre, d'abord en ce qui concerne les acteurs politiques, à la fois semblables et différents. L'une des premières questions, c'était comment caractériser la jeunesse en Amérique latine, et en particulier les étudiants. Et quand on dit étudiants, les étudiants universitaires, parce que les étudiants universitaires sont minoritaires. En 1968, à l'échelle du sous-continent, on évalue la population étudiante à peu près à 1,2 million, je prends les chiffres des Nations Unies, 8 millions au même moment pour les États-Unis et le Canada. Mais il y a le second degré. 9 millions d'étudiants dans le second degré en Amérique latine pour 20 millions aux États-Unis et au Canada, avec une croissance relative de ces populations. Par pays, c'est pas négligeable. 260 000 étudiants universitaires en Argentine, 200 000 au Mexique, 280 000 au Brésil, 60 000 au Chili, dans des plus petits pays, l'Équateur, l'Uruguay, où il y a à peu près 5-6 millions d'habitants, 20 000 étudiants. Alors, la jeunesse, et là, bon, je reprends tes travaux, existe en tant que fait sociologique et que catégorie politique organisée. On voit émerger cette jeunesse en tant que telle dans l'espace public, fin des années 50, début des années 60, dans des organisations, les syndicats étudiants notamment, organisations politiques, je pense aux jeunesses péronistes, et une jeunesse qui est considérée comme subversive par les milieux conservateurs. Mais cette jeunesse, elle est quand même, notamment cette jeunesse étudiante, elle est assez différente de celle que l'on peut observer en Amérique du Nord ou en Europe. D'une part parce que les études sont plus longues et souvent articulées à une activité salariée en Amérique latine. Autrement dit, les étudiants sont souvent des travailleurs. Et cette jeunesse est aussi composée de lycéens et également de jeunes travailleurs. Alors, j'ai repris, pour avoir un ordre d'idée, les statistiques des victimes de la répression qui ont été donc réalisées par la commission d'enquête, la CONADEP, en Argentine, au début des années 80, dans son rapport Nunca Más, publié en 1984. Et là, c'est assez intéressant, parce qu'on voit, d'une part, en ce qui concerne les relations hommes-femmes, que les victimes, donc le rapport à l'époque, ce sont à peu près, je crois, Jean-Baptiste, il me semble que c'est autour de 4000 disparus qui avaient été identifiés à cette époque-là. Sur ces 4000 environ disparus, donc 30% sont des femmes, 70% sont des hommes. Et en ce qui concerne les classes d'âge, 71% ont moins de 30 ans, 50% moins de 25 ans, 12% moins de 20 ans, parmi donc les disparus, les populations, donc, qui ont été à la fois, en général, torturées et puis assassinées. En ce qui concerne les classes, les CSP, les classes socioprofessionnelles, on compte 30% d'ouvriers, 28% de salariés divers et 21% d'étudiants. Donc ça montre, je trouve, ça permet de profiler un peu, en ce qui concerne l'Argentine, cette catégorie de jeunes. En ce qui concerne donc la question de l'université, un point qui me semble important, c'est le développement des sciences sociales dans les universités latino-américaines, et en particulier la création des facultés de sociologie dans toute la région. La sociologie conçue comme une discipline qui est un levier du changement social, à la fois un instrument d'analyse et également un instrument d'intervention. Et les facultés de sociologie sont des lieux de mobilisation. Juan Carlos Garavaglia, qui lui est historien, mais parle justement de cette, de ce festin de sciences sociales qu'il savoure à Buenos Aires dans les années 60. La création des départements de sociologie, avec un cursus spécifique de formation de sociologues et de chercheurs en sciences sociales, date des années 50 dans les universités latino-américaines, pour les plus précoces, 53 au Venezuela, 56 en Argentine, 57 au Mexique, 58 au Chili, 59 en Colombie. En Colombie, Camilo Torres fait partie des fondateurs de la faculté de sociologie à l'Université nationale.
Paraguay, c'est en 1964 que la revue de sociologie est créée. La faculté de sociologie est créée en 1972, mais dans une université privée, université catholique, et d'ailleurs, la faculté de sociologie est fermée en 1974. Même chose au Brésil, c'est dans les années 60 que les cursus de sociologie s'émancipent. Parmi les acteurs particuliers, il faut prendre en compte les ecclésiastiques, avec toute la question de la théologie de la libération, mais avant la théologie de la libération, l'engagement des sacerdotes dans l'action sociale. Je pense aux curadilleros, par exemple, ou le mouvement des sacerdotes pour le tiers-monde en Argentine, la figure de Camilo Torres, prêtre guerrillero, en Colombie. Mais quand on prend les rapports de Nunca Más, les ecclésiastiques représentent moins de 1% des victimes. Les militaires également, notamment ceux présents dans les guérillas. Je pense au commandant Lamarca au Brésil, en Argentine, dans le rapport Nunca Más, les militaires ou les forces de sécurité représentent moins de 3% des personnes réprimées. Parmi les acteurs, donc je dirais plus globalisés, mettre en avant le fait qu'il y a une forte participation des femmes dans l'action politique. On en avait déjà un élément à partir des statistiques du rapport. Elles sont présentes, par exemple, très présentes dans le Comité national de grève à Mexico, très présentes dans le mouvement de libération nationale Tupamaros en Uruguay, dans les organisations de guérilla au Brésil ou en Argentine, à tous les échelons opérationnels, mais rarement décisionnels. Et ce serait intéressant de faire un comparatif, je dirais, en termes de conjoncture avec l'Europe, parce que en termes de pourcentage, elles représentent à peu près, c'est autour entre 20, 25, 30% des membres des organisations. La participation des classes moyennes urbaines, les secteurs ouvriers, les secteurs paysans également, présents notamment dans les ligues agraires. Et donc, on observe en Amérique latine, comme en Europe, pareillement, ces rencontres improbables, la formation de blocs sociaux sur certains événements, en Uruguay par exemple, en mars au Mexique, en juillet, août à Mexico, lors des événements de Córdoba en Argentine en 1969. Comparatif en termes de modalités d'action. Alors, il y a énormément d'actions tout à fait comparables par rapport à l'Amérique du Nord ou par rapport à l'Europe, manifestations, sit-ins. La question des grèves de solidarité, qui sont très importantes à l'époque. Là, Jean-Baptiste, dans sa thèse, en parle abondamment. L'occupation, là où c'est plus particulier, l'occupation des terres par les ligues agraires. Ce qui me paraît aussi tout à fait peut-être original, c'est ce que l'on qualifie d'action en surface ou de trabajo en el territorio, le fait de travailler dans la société, d'aller vers les pauvres, de s'installer dans les bidonvilles. Des modalités d'action que l'on observe parmi les ecclésiastiques, les étudiants, les militants d'extrême gauche, les artistes. Moira Christ en parle beaucoup sur la production de muraux, de théâtre, d'expositions, et les militaires également. En Argentine, des militaires qui vont travailler aussi dans les bidonvilles, et puis au Pérou, on pense évidemment de manière beaucoup plus organisée, cette fois-ci, à l'action du Cinamos. Et puis la lutte armée. Ouais, je vais terminer. Et puis la lutte armée. Oui, c'est bon. Ah, 5 minutes encore, c'est bon, c'est parfait. Enfin non, en fait non, tu devrais déjà avoir terminé, oui. Mais on est tous très généreux. Donc la lutte armée, avec le fait que la guérilla, donc avec des théoriciens régionaux qui jouent un rôle important, donc Guevara évidemment, mais Carlos Marighella pour la guérilla urbaine, Camilo Torres, la figure du prêtre guerrillero en Colombie. Alors, autre élément de comparaison, l'horizon ou les horizons politiques, une Amérique latine marquée par les luttes du tiers-monde. Alors, donc, je vais simplement décliner la question, donc, la boussole de l'anti-impérialisme, mais qui change dans les années 60 autour de la greffe révolutionnaire. Et
la solidarité avec les pays tiers, la question du développement économique et social et de la réforme agraire, la demande de démocratisation qui s'affirme dans un contexte de blocage politique, et puis donc l'aspiration révolutionnaire, mais au regard du laboratoire régional. Il y a Cuba, certes, mais il y a aussi d'autres expériences qui jouent un rôle important. La Bolivie du MNR, le Pérou, vélasquiste, le Chili de l'unité populaire. Donc, je reprends donc ta citation, des imaginaires contestataires qui rompent avec le tout venant de ce qui va de soi, qui en Amérique latine dénoncent des sociétés marquées par l'autoritarisme, le sous-développement, la domination impériale, le néocolonialisme. Alors, dernier point, donc, circulation nord-sud, circulation sud-nord, c'est certainement, je dirais, un des points qui nous paraît le plus intéressant, mais qui n'est pas forcément le mieux renseigné. Et donc, sur ce point, les perspectives de recherche sont particulièrement importantes. Alors, il y a la question des circulations est-sud, transatlantiques, évidemment, sud-sud également. Et ça, donc, on peut l'observer à partir notamment des circulations culturelles, des revues, des pratiques également, des militants. Et il y a 3 points sur lesquels donc, je voudrais intervenir et sur lesquels je termine. La question de la jeunesse. La question de la jeunesse avec la diffusion de la contre-culture en Amérique latine, qui est une réalité qui impacte la jeunesse urbaine des années 60-70 et qui participe à l'émergence d'une jeunesse politique contestataire, que l'on peut observer en matière de tenue vestimentaire, de rapport au corps, etc. La question du féminisme également, féminisme deuxième vague, qui se diffuse plus tardivement en Amérique latine, plutôt dans les années 80. Mais la participation des femmes aux organisations est une caractéristique générationnelle de la jeunesse des années 60, et des organisations révolutionnaires adoptent une ligne féministe. Je pense à l'ERP en Argentine. La question des afro-latino-américains. Je verrai ça en 2 points. Tout d'abord, il y a une sympathie géostratégique entre les gauches latino-américaines à l'égard du Black Power, des mouvements noirs aux États-Unis, notamment du SNCC, des militants voyagent aussi à Cuba. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de voir d'autre part que les mobilisations pour les droits civiques impactent également les afro-latino-américains, mais c'est plus tardif. On voit des organisations qui revendiquent une identité afro, qui émergent dans les universités latino-américaines dans les années 70, en Colombie, au Brésil. Là, George Andrew a écrit quelques pages sur cette question. La question des Indiens, donc du Red Power, et du tournant indianiste. Tournant indianiste, il est plus précoce en Amérique latine. Notamment, on peut l'observer dans les années 60 en Bolivie. Mais l'expérience états-unienne intéresse. En particulier, le discours de Nixon sur l'abandon de l'intégration à tout prix en 72 semble avoir joué un rôle important. Comme les élites afro-latino-américaines, les élites culturelles indiennes suivent l'actualité états-unienne tout au long du XXe siècle. Mais c'est véritablement dans les années 70-80 qu'on observe davantage la structuration politique des organisations indiennes en Amérique latine. Donc, voilà, d'où l'enjeu de travailler sur ces circulations humaines et culturelles pour comprendre ces dynamiques. Voilà, excuse-moi. Non, je t'en prie. Bon, non, mais on a du temps, donc c'est parfait, me semble-t-il. Merci beaucoup, Luc. Alors, je vais directement passer la parole à Hélène Arter en la présentant très rapidement, mais là aussi, je pense que c'est bien inutile, mais je le fais quand même en quelques mots. Donc, Hélène Arter, qui a été longtemps professeure à l'université de Rennes 2, après avoir été maîtresse de conférence à l'université de Paris 1, qu'elle a regagné depuis septembre 2018, après cette élection
sur un poste de professeur d'histoire de l'Amérique du Nord. Donc elle est directrice du Centre de recherche d'histoire nord-américaine, donc tu travailles essentiellement sur la question des villes, de l'urbanité, la question des villes en guerre notamment. Et donc nous te remercions d'autant plus chaleureusement de ta participation qu'en effet elle se fait de manière à la fois improvisée et spontanée, mais aussi on n'en doute pas très, très construite, et ça va nous apporter beaucoup, donc merci. Merci. Bon, la barre est très haute, hein, vous l'avez compris, je ne suis pas ombrivole. Je vais essayer de répondre un petit peu aux idées que tu as proposées, avec cette double interrogation hein, sur la question de la singularité de l'Amérique du Nord. Alors je vais parler essentiellement des États-Unis, mais j'aurai une petite incursion canadienne, et je pense que dans le cadre des questions, ça sera aussi l'occasion d'aborder ce point, et des questions de circulation. Alors, évidemment, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Luc, il y a un agenda états-unien. Alors, pour simplifier la chose et pour éviter toute controverse, je vais parler d'États-Unis et états-uniens pour bien parler des États-Unis et pour ne pas confondre le jeu d'échelle des Amériques. Donc, un agenda états-unien qui va notamment se matérialiser en 68 autour de la question de la jeunesse, hein, comme on peut le voir dans l'ensemble du monde occidental, avec des revendications qu'on retrouve de part et d'autre de l'Atlantique, en particulier sur le fonctionnement des universités, notamment sur la question de la démocratie, sur la question du positionnement vis-à-vis de la société de consommation, du refus du consumérisme, mais aussi ce qui me frappe avec un agenda qui est typiquement états-unien, c'est ce que tu évoquais à la fin, la question des minorités, des mouvements pour les droits civiques, et en particulier tout l'engagement autour du combat pour les droits des Noirs sur en fait des années 60 hein, qui sont sur un long continuum historique, j'aurai l'occasion d'y revenir. Le second point de différence, c'est évidemment la question centrale pour les États-Uniens de la guerre du Vietnam. Tu es intervenu à plusieurs reprises autour de la question de l'impérialisme américain. Ce qui est flagrant, c'est de voir comment ce moment 68 correspond aux États-Unis à un moment de basculement de l'opinion publique où, majoritairement, quand on regarde les sondages, l'opposition à la guerre devient majoritaire dans la foulée de l'offensive du Tet que tu as rappelé, mais en ayant à l'esprit que pour les étudiants américains, états-uniens contestataires, c'est une question qui est en filigrane depuis au moins 1964-1965. Vous avez une montée en puissance en 1967, avec notamment des grandes manifestations devant le Pentagone, et l'offensive du Tet va jouer un rôle d'accélérateur. Donc, quand on est un étudiant contestataire, on est dans une contestation qui est éminemment politique, et moi je séparerais aux États-Unis la contre-culture, j'ai envie de dire le côté hippie, peace and love, qui est différent de cette contestation politique de la première période des années 60. Et très souvent, ceux qui sont dans une logique peace and love ne sont pas dans une logique politique, voire ont été déçus par l'absence d'évolution politique. Il y a deux manières d'envisager les choses. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est que on est très loin des occupations d'usines ou de la contestation sociale de l'Amérique latine. Le mouvement social ne se traduit pas par une contestation du monde ouvrier. D'ailleurs même, ce monde ouvrier syndiqué, et pour l'essentiel relève de la catégorie de ce qu'on appelle les white ethnics, hein, donc des gens qui sont d'ascendance polonaise, italienne, grecque, slave, qui ne se reconnaissent pas dans la contestation et la contre-culture, et vont plutôt faire partie de ceux qui vont être les défenseurs de l'ordre établi. Donc ça, c'est, me semble-t-il, une différence assez significative avec ce qu'on peut voir en Europe occidentale et en particulier en Amérique latine. Le troisième point qui me semble important, c'est évidemment cette chronologie particulière. Ce moment 1968 qui correspond aux États-Unis à une année d'élection présidentielle, avec toute une série d'enjeux, hein, puisque les démocrates sont aux affaires depuis 1960. C'est aussi un peu un paradoxe aussi bien états-unien que canadien, c'est-à-dire que ce sont les progressistes qui sont aux affaires depuis le début de la décennie et qui sont contestés par une partie
des autres progressistes et de la gauche américaine. On n'est pas dans la même configuration du mai 68 français pour le coup. Et donc, il faut mettre en perspective cette année 68, qui est une année de contestation extrêmement forte au sein du Parti démocrate qui est en train d'imploser entre deux tendances, ce qu'on appelle les faucons et qui sont pour aller jusqu'au bout de la guerre et la gagner par les armes, et les colombes qui, eux, sont pour la négociation avec le Viet Cong. Et ce Parti démocrate est en train d'imploser dans un contexte de violence politique, alors qui n'est pas comparable à ce que tu as décrit pour l'Amérique latine, mais qui va quand même se matérialiser par 3 moments forts qui sont des traumatismes politiques aux États-Unis. Le premier, c'est l'assassinat de Martin Luther King. On est au mois d'avril, et on le sait, ça va provoquer la flambée des ghettos. Et on retrouve la question noire, qui est une question tout à fait centrale pour comprendre les États-Unis de ces années-là. La deuxième, c'est évidemment l'assassinat de Robert Kennedy pendant la campagne des primaires en Californie. On est au tout début du mois de juin. Et donc le Parti démocrate qui perd son meilleur espoir de candidat pour gagner la présidentielle. Et puis cette convention du Parti démocrate à l'été 68, au mois d'août, qui est une catastrophe politique, parce que le parti est en train d'imploser, parce que les gens se battent dans la rue, que le maire de Chicago fait appel à la force publique et réprime de manière extrêmement violente. Et donc, une partie de l'électorat progressiste classique est complètement perdue et ne voit pas quel peut être l'avenir politique. Et donc, on pourrait rajouter dans cette mayonnaise très particulière de cette année 1968, avec cette élection comme un catalyseur, le rôle central des médias, de la télé américaine. Vous le savez bien, dans les années 60, si un événement n'est pas médiatisé, il n'est pas. Ce qui est frappant, c'est que cette télé américaine, à l'époque comme aujourd'hui, est une télé qui couvre une actualité surtout nationale. C'est-à-dire que l'intérêt pour ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ou en Amérique latine est une question très secondaire. On se préoccupe des sujets nationaux et locaux. On couvre tous azimuts la campagne présidentielle, la mort de Martin Luther King et l'embrasement des ghettos. Et donc, on a un regard très porté par les questions d'intérêt national. Et en fait, j'anticipe une question qui peut venir. Le mai 68 français est quelque chose qu'on suit, mais qui n'est pas aussi central qu'on pourrait l'imaginer, vu de France, pour les États-Unis. Il y a toute une série d'enjeux dans cette année 68 qui sont typiquement locaux. Ce qui m'amène à aller dans le sens de ce que disait Luc, c'est qu'en fait, il faut voir à la fois ce moment 68 comme, j'allais dire, un moment particulier parce qu'il y a une conjonction d'éléments particuliers, mais aussi le voir comme l'aboutissement d'un très long processus. Alors c'est difficile de le dater, mais on voit bien qu'autour de 61-62, il commence à y avoir des phénomènes de contestation qui montent, en particulier de la part des étudiants, et alors ces étudiants qui ont une sociologie un petit peu différente de l'Amérique latine, puisque ce sont plutôt des jeunes issus des classes moyennes supérieures. Il y a eu aussi une massification de l'enseignement supérieur, et on voit bien cette contestation qui émerge dans des lieux comme Berkeley en particulier, où des étudiants protestent contre le manque de démocratie à l'université, contre le fait que le mouvement pour les droits civiques n'avance pas assez vite, contre déjà le début de la guerre du Vietnam. Et on a tendance à dater ça de 62, notamment de ce qu'on appelle le manifeste de Port-Huron, qui est vraiment la première verbalisation de cette contestation de cet ordre. Et donc vous voyez, 68, c'est l'aboutissement d'un processus, la massification du processus, et j'irai dans ton sens aussi, la radicalisation du processus. On le voit bien, comment finalement des mouvements qui étaient contestataires de l'ordre établi mais sans plus, vont être pour partie tentés par la radicalité parce qu'il n'y a pas eu de réponse politique à leurs revendications. Et je renvoie évidemment, je suis même étonnée que Luc ne l'ait pas évoqué, les JO de Mexico.
J'ai pas le temps. Voilà, je t'ai anticipé. Et donc, ce geste fort, hein, on est en octobre 68, extrêmement symbolique, du point levé de ces deux athlètes américains qui matérialisent parfaitement comment ces mouvements ont pu évoluer et la formidable plateforme que représente la couverture médiatique et cet événement mondialisé que sont les Jeux Olympiques. Et c'est pas un hasard si c'est Mexico 68 avec tout ce que tu as pu évoquer par ailleurs. Donc on est dans une société qui pourrait donner l'impression, à première vue, après tout ce que je vous ai expliqué, d'être dans une contestation massive des sources d'autorité. C'est vrai. Mais ça serait oublier que cette année 1968 finit par une élection présidentielle au mois de novembre. Il y a 3 candidats, ce qui déjà est exceptionnel dans une logique états-unienne, puisque généralement vous avez un bipartisme autour de 2 partis. Quand il y en a 3, c'est que généralement il y a du chaos politique. George Wallace, que vous connaissez peut-être, hein, figure de la ségrégation en Alabama, qui s'était associé à un général qui s'appelait Curtis LeMay. On les appelait les jumeaux Boom Boom, parce qu'ils avaient un projet pour régler la guerre du Vietnam, la bombe atomique. Vous voyez un petit peu le genre de profil. Deuxième candidat, c'est Humphrey, hein, le vice-président de Johnson, qui d'ailleurs ne peut pas se représenter. Hein, en mars, annonce qu'il ne se représente pas parce qu'il a bien compris qu'il n'aurait jamais les voix et donc qui est contraint d'arrêter sa carrière politique. Ça nous renvoie à un autre homme politique contraint au même destin dans un autre pays à une même date, mais vous voyez, même type de configuration. Et puis, troisième candidat, le candidat du Parti républicain, Richard Nixon. Et ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on additionne les voix de Richard Nixon, hein, élu sur un programme qu'il appelle la loi et l'ordre, vous voyez que ça renvoie à des choses qui nous sont familières, il fait un peu plus de 40%, Wallace fait un peu plus de 10%, donc ça veut dire que les deux tenants du conservatisme sont à plus de 50, près de 60%, et les progressistes à 40%. Et en fait, les électeurs états-uniens, le moment 68 va les pousser vers le conservatisme. C'est un phénomène qu'on va retrouver dans d'autres pays, mais on voit bien qu'on est sur une Amérique qui doute, qui en fait annonce les années Carter, et qui sort de ce moment 68 par une tentation du conservatisme qui va s'incarner dans les années Nixon. Et en fait, en règle générale, quand on travaille sur les années 60 aux États-Unis, il est fréquent de penser le continuum historique, hein, de l'élection de Kennedy à la crise du Watergate en 73. Donc c'est vraiment des années 60, j'allais dire, élargies et étalées. Les longues années 60. Les longues années 60. De l'autre côté du parallèle au Canada, parce qu'il y a aussi une vie en Amérique du Nord du côté du Canada et du Québec, on est frappé aussi de retrouver les mêmes types de phénomènes de contestation, là aussi avec des progressistes qui sont au pouvoir. Je vais me centrer sur le Québec. Vous connaissez sans doute le phénomène de la révolution tranquille qui est à l'œuvre depuis le début des années 60, donc grand phénomène de modernisation de la société québécoise. Et cette jeunesse éduquée qui va contester en estimant que ça ne va pas assez vite. Quand on regarde, je vous renvoie aux travaux de Jean-Philippe Warren, on voit que cette contestation, là aussi, elle ne suit pas du tout le calendrier français. Hein, le grand mouvement de contestation de la jeunesse québécoise, c'est octobre 68, de manière évidente. Et en fait, ce que montre bien Jean-Philippe Warren, c'est que ces étudiants québécois, et ça revient sur ton troisième point, la question des circulations. Alors évidemment, l'occupation de la Sorbonne, voilà, ça les a intéressés, ça les a parfois un peu inspirés, mais ils ne sont pas allés au bout. Eux, ce qui les inspire, c'est ce qui se passe à Berkeley, c'est ce qui se passe à Columbia. Et résolument, ils regardent les mouvements de mobilisation des étudiants états-uniens. En fait, ils sont plus dans une logique nord-américaine qu'ils sont dans une logique européenne ou euro-atlantique. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne lisent pas les penseurs, mais pour eux, j'ai envie de dire que les problèmes qui se posent à eux, les interrogations, leur avenir, ils le voient très clairement déjà dans une logique nord-américaine et très peu dans une logique française, contrairement à ce que nous, Français, nous avons parfois tendance un petit peu à penser. Alors évidemment, ça nous amène à une question que tu as posée, c'est la question de la mémoire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui évoque 68 pour les Nord-Américains ?
J'ai l'impression que c'est un peu différencié selon qu'on est un Canadien ou un États-Unien. Très clairement, j'ai l'impression qu'au Canada et au Québec aujourd'hui, 68 est quelque chose qui relève de l'histoire et de la mémoire, en tout cas d'un passé révolu. Et en particulier, pour les jeunes générations, c'est pas forcément quelque chose qui interpelle. On le voit bien au Québec, il y a 4-5 ans, il y avait eu les grandes manifestations contre le relèvement des droits d'inscription. Il y a eu des travaux notamment sur comment sur Twitter on avait traité de cette question. On voyait bien que les hashtags ne renvoyaient pas à 68, mais ils renvoyaient à la Révolution tranquille, aux années avant la Révolution tranquille. Et en fait, 68, c'est plus un questionnement d'intellectuels, soit qui l'ont vécu, soit qui ont 40 ans. Les jeunes générations ne sont pas préoccupées par ces questions. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que aussi bien le Canada que les États-Unis sont des pays d'immigration, où il y a des vagues d'immigration extrêmement importantes. Et on voit bien qu'en particulier la sociologie politique du Québec aujourd'hui, les nouveaux électeurs québécois ne se positionnent pas sur les questions du passé, je pense notamment sur les questions du multiculturalisme, mais ils se positionnent sur des enjeux extrêmement présents. Et le rapport à l'histoire et le rapport aux années 60, pour eux, n'est pas forcément central comme il pourrait l'être pour le milieu intellectuel. Et on l'a bien vu sur les dernières élections au Québec, où finalement, pour la première fois, la question de l'indépendance du Québec n'a pas été une question qui a déterminé finalement le vote. Aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe et qu'en fait, on se positionne toujours indirectement, politiquement, par rapport à 68. Je vous renvoie à ce qu'on appelle les guerres culturelles, qui sont extrêmement vives depuis 68 et post-68, où on a bien vu encore pendant la dernière campagne présidentielle comment finalement se positionner pour les démocrates ou les républicains, c'était aussi se positionner par rapport à 68 et à son héritage. Est-ce qu'on voulait prolonger? Est-ce qu'on voulait être dans le progressisme? Ou au contraire, on se reconnaissait dans la loi et l'ordre et la montée du conservatisme, dont je vous rappelle que c'est un phénomène de très longue durée aux États-Unis, qui a maintenant 50 ans. Je terminerai peut-être sur Nixon, finalement, qui est une figure assez emblématique. Tu l'as cité tout à l'heure, et ses déboires au Venezuela. Nixon, c'est quand même celui qui invente en 69 ce concept de majorité silencieuse, quand il fait appel à vous, la majorité silencieuse qu'on n'entend pas, etc. Et ça montre bien finalement cette bivalence de cette société états-unienne. Ils n'ont pas leur clivage droite-gauche, mais ils ont ce clivage conservatisme-progressisme. Et on voit bien comment ces années 60 sont un formidable réceptacle de ces positionnements. On a eu une couverture médiatique qui a mis l'accent sur la contestation, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue l'ampleur de tous ceux qui n'ont pas contesté, et en particulier sur les campus états-uniens, puisqu'on a parlé de Berkeley, on a parlé de Columbia, mais les travaux universitaires montrent que sur la plupart des campus, et notamment dans les collèges, qui sont des structures publiques d'État, la majorité des étudiants qui viennent de milieux socialement moins favorisés ne sont pas forcément dans une logique de contestation. Donc cette société états-unienne, elle est somme toute très complexe dans ces années-là. Il y a une partie de gens qui contestent avec un agenda politique, qui dénoncent l'impérialisme américain eux-mêmes, puisque la dénonciation de l'impérialisme américain ne vient pas que de l'extérieur, il est aussi très présent, notamment dans la nouvelle gauche américaine. Et puis, une autre partie de la population qui fait, somme toute, une majorité à la fin de l'année 68 et qui, pour ses héritiers, considère que le moment 68 a été une aberration et qu'il faut revenir à autre chose que ce moment 68. Donc, vous voyez des clivages qu'on pourrait retrouver hors des États-Unis de manière assez évidente, comme vous le voyez bien.